La crise des subprimes de 2008 a ébranlé notre système économique et financier. Mobilisation des États pour venir en aide aux banques, faillite de certaines grandes banques américaines et anglaises, ralentissement de l'économie, destruction d'emplois. Elle a mis en lumière les faiblesses et les dérives du système financier. Face au rendement mirobolant de la spéculation, la majorité des banques s'étaient détournées du financement de l'économie pour parier avec des produits financiers complexes et risqués. Assainir la finance, remettre l'économie au service des citoyens et ne pas laisser les 10 citoyens, contribuables et épargnants à la merci des banques, c'était l'un des engagements de cette majorité. Nous pouvons donc nous féliciter des progrès accomplis au sein de la communauté européenne concernant l'union bancaire et le processus de résolution en cas de crise. Sur ces sujets, comme sur beaucoup d'autres, l'Europe est vraiment l'échelon pertinent pour mener nos batailles. Au-delà de l'Europe, c'est un mouvement général favorable à une plus grande responsabilité des entreprises et des banques qui s'engagent dans le monde. En ce début de semaine, l'OCDE, le rapporteur y a fait allusion, a fait des propositions d'action ambitieuses en matière de lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale agressive. Les paradis fiscaux sont non seulement le lieu d'évaporation de milliards d'euros, mais aussi en lien avec des produits financiers risqués, voire toxiques. L'OCDE préconise ainsi que les multinationales transmettent aux administrations fiscales des pays où elles opèrent des informations détaillées, pays par pays. Nous en connaissons la liste, nous l'évoquons souvent, leurs chiffres d'affaires, leurs profits, leurs actifs, leurs effectifs, les impôts acquittés. C'est un pas important en faveur d'une transparence effective au niveau mondial qui permet de mesurer objectivement l'activité d'une entreprise et de ses filiales dans tous les pays. La France a joué un rôle pionnier. La crise de 2008 a montré comment la déstabilisation d'un système bancaire met en danger l'ensemble de nos économies. Les avancées en matière de réglementation financière, de lutte contre la fraude et la corruption doivent donc s'inscrire dans cette dynamique mondiale naissante. Pour commencer, les États européens doivent donc se partager la responsabilité du contrôle des activités bancaires. Nous pouvons donc nous satisfaire de la transposition du paquet CRD4, de la mise en place d'un cadre commun pour la surveillance, la supervision, le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la mise en œuvre d'un système de garantie des dépôts. Il faut mesurer le chemin parcouru depuis la crise chypriote et de la Laiki Bank au printemps 2013 et la récente crise portugaise, la banque Espírito Santo. Vous vous souvenez sans doute du désordre et de la cacophonie qui avait accompagné la première. En revanche, cet été, les choses se sont non seulement déroulées en bon ordre pour la banque portugaise, mais la démonstration a été faite qu'il était possible de protéger et l'épargnant et le contribuable en faisant porter la responsabilité principale sur les créanciers obligataires et les actionnaires. Ainsi, ces derniers auront tout à la fois dû apporter des fonds à hauteur de 10% des dettes, sur les 5,4 milliards du déficit, et gérer les actifs toxiques concentrés au sein d'une banque. Restera à vérifier à terme que les actifs sains rachetés par l'État portugais pourront être valorisés à leur prix de rachat pour ne pas peser finalement et définitivement sur le contribuable et démontrer ainsi que le principe du buy-in est efficace. En commission, le rapporteur et un certain nombre de collègues se sont émus du montant important de la contribution, Madame Lagarde vient d'ailleurs de le faire aussi, des banques françaises au fonds de résolution. Il faut admettre que ce montant résulte de la spécificité de notre pays qui concentre 4 grandes banques de taille systémique, dont les actifs représentent pour chacune d'entre elles à peu près le PIB de notre pays. Et qu'elles sont précisément en cause, nos banques françaises, dans la vulnérabilité du système financier. Il y a un bon moyen de réduire cette contribution, c'est de réduire la taille des banques. Pour autant, nous pouvons imaginer des ajustements, tels que la déduction de ce montant de la taxe pour risque systémique versé par les banques à l'État français. Également, nous pouvons particulièrement nous réjouir de la transposition des dispositions actant la transparence de l'utilisation des revenus issus des activités extractives, projet par projet, pays par pays. Là encore, la France a été pionnière, comme avec la loi bancaire, pour plus de transparence.
L'obligation de transparence des activités bancaires, pays par pays, a fixé un standard pour les autres pays au niveau européen, mais aussi pour les autres activités. Nous avons donc la responsabilité de vérifier la portée effective de cette directive pour lutter contre la corruption et donc pour nous assurer que la transparence est réelle, efficace, en évitant les contournements ou les ultimes dissimulations. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, le groupe écologiste a déposé un certain nombre d'amendements sur ce thème, inspirés, disons-le, par des associations fort respectables, comme Oxfam ou le CCFD. Ce n'est pas le fétichisme des chiffres qui nous pousse à ces amendements, peut-être une obsession, mais qui ne fait pas preuve d'acharnement dans ce domaine pour renoncer à tout progrès. C'est bien la recherche d'efficacité que nous voulons et pour laquelle nous voulons connaître en détail les activités des entreprises ou des banques. Nous n'aurons de cesse d'agir en faveur de la transparence pour lutter contre l'évasion fiscale et la corruption. Assurer une transparence efficace est tout à fait à notre portée. Nous devons tout d'abord nous assurer que les informations seront communiquées de manière gratuite et sous un format exploitable sur le site Internet de l'entreprise. En deuxième lieu, il nous revient de légiférer sur la nature des données que devront diffuser les entreprises. Pour en avoir longuement discuté lors de la loi bancaire, vous vous en souvenez sans doute, chers collègues, nous savons que cette question est très importante. Il est donc normal qu'il revienne à la représentation nationale de fixer les données qu'il nous est nécessaire de connaître. Enfin, les sanctions auxquelles seront soumises les entreprises récalcitrantes devront être réellement dissuasives, comme c'est le cas en Allemagne ou en Angleterre. Une fois encore, c'est bien entendu la question de la concurrence qui va venir entraver notre objectif. Alors, posons le problème. Au niveau de l'Europe, tout d'abord. Le principe de publication est inscrit dans la directive. Chacun des pays de l'Union va donc s'y conformer, le mettre en œuvre, ce qui met tous les pays au même niveau. Restent les pays hors Union. La question a nécessairement été débattue en commission, elle le sera à nouveau ici. Au Parlement européen, elle l'a été, cette question débattue. Et la directive a néanmoins été adoptée. Il nous revient donc de l'appliquer, et nous n'avons plus à en discuter. L'appliquer de manière efficace, car la volonté politique n'est sans doute pas de fabriquer une coquille vide. Sur un tout autre sujet, nous serons également force de proposition sur la question du contrôle des garanties financières couvrant la responsabilité civile des exploitants nucléaires. Je rejoins à cet instant les propos tenus par d'autres collègues lors du débat en commission notamment, quand ils s'inquiétaient du fait que des décisions aussi importantes puissent être prises par le gouvernement sans que le Parlement n'ait son mot à dire. L'assainissement de la finance requiert plus que jamais la plus totale transparence et le contrôle démocratique du Parlement. Nous saluons le travail du rapporteur qui a permis d'instaurer un contrôle sur cette garantie et non une simple communication. Mais au regard des dangers inhérents à l'activité nucléaire, il nous semble important de renforcer ces contrôles en les rendant réguliers, périodiques. Enfin, notre collègue rapporteur, Christophe Carrèche, indiquait dans son propos liminaire lors de la commission des finances qu'il n'y avait pas matière à un débat parlementaire. Dans certains cas, il nous revient néanmoins d'utiliser les possibilités qui sont données au Parlement de faire évoluer le texte. Nous allons donc, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, vous faire un certain nombre de suggestions, j'en ai évoqué quelques-unes, pour améliorer la transparence des activités des entreprises réalisant des activités extractives. D'une part, nous devons d'abord vérifier la portée effective de cette loi pour lutter contre la corruption, et donc nous assurer que la transparence est réelle pour être réellement dissuasive de corruption. D'autre part, au-delà de l'intention des gouvernements exprimée lors du G8 de Deauville de lutter contre la corruption, il paraît non seulement opportun, mais encore indispensable de penser évasion fiscale. D'abord parce que ces deux questions peuvent être intimement liées, l'évasion fiscale étant parfois consubstantielle de la corruption. Ensuite, parce que la transcription des directives nous autorise, ces marges de manœuvre nous autorisent à en faire une application plus ou moins large. Enfin, parce qu'entre mai 2011 et septembre 2014, il s'est écoulé 3 ans et demi, et que la communauté internationale s'est mobilisée entre-temps de manière extrêmement ambitieuse et déterminée sur cette question de l'évasion fiscale. Donc, nous sommes au cœur du débat.
Enfin, nous partageons avec le rapporteur l'idée qu'il faut supprimer l'article sur l'open data permettant la réutilisation des données du secteur public afin de préserver la possibilité d'un débat plus approfondi ultérieur sur le fond. Je vous remercie.